Alors, deuxième partie, période de questions en compagnie de Daniel Kemp, les mécanismes de la souffrance. Une première question, comment faire pour différencier les situations où tu dois refuser de t'adapter? Y a-t-il des situations auxquelles on doit refuser de s'adapter? Bon, disons que le corps psychologique, le corps astral, l'astral de l'homme, l'ego de l'homme, se doit continuellement de s'adapter à tout. Par contre, l'énergie mentale de l'homme ne doit jamais s'adapter. L'énergie mentale chez l'homme se doit d'observer, d'analyser et de donner une réponse. Et cette réponse, l'énergie mentale se doit de l'imposer à l'ego. Donc, je veux bien dire par là que l'énergie mentale peut s'adapter à des situations, disons, de dialogue extérieur pour ne pas nécessairement toujours frustrer ou, disons, lancer une guerre d'ego lorsque c'est inutile. Par contre, l'énergie mentale par rapport à l'homme qui a cette énergie mentale ne doit jamais s'adapter. Alors, ou c'est bon ou c'est mauvais, mais il n'y a pas d'entre les deux au niveau du mental. Cela est existant au niveau de l'astral, au niveau de la psychologie, et la psychologie humaine se doit, de l'ego de l'homme, ainsi que la psychologie, se doit de continuellement s'adapter. Parce que les mécanismes qu'elle perçoit, les mécanismes qui la font vivre, sont des mécanismes illusoires. Donc, l'illusion n'arrivera jamais à assujettir la réalité. Ce qui fait que dans l'illusion, dans la psychologie de l'homme, si cette psychologie veut ne pas souffrir, veut, disons, ne pas nuire à l'évolution, ou même tous les problèmes, disons, inhérents à l'homme, qui sont inhérents à la psychologie de l'homme, pour que ces problèmes disparaissent, cette psychologie se doit de continuellement s'adapter. Mais l'énergie mentale, elle, ne doit pas s'adapter, elle doit analyser, et lorsqu'elle a une réponse, lorsqu'elle a un envisagement quelconque, elle doit l'imposer à l'énergie psychologique. Donc, évidemment, il y a des événements où l'on doit travailler, surtout au niveau mental, d'ordre mental, alors donc, il n'y a pas d'adaptation. Et le fait, disons, lorsque je parle d'adaptation, si l'énergie mentale observe quelque chose, elle voit des lacunes, elle analyse, elle a des réponses, elle agit. Ce n'est pas un mécanisme d'adaptation. Par contre, la psychologie, elle, observe à sa manière, colore à sa manière, voit à sa manière, et veut aussi agir. Mais ce n'est pas nécessairement en rapport, en relation avec un état conséquentiel, donc un état karmique blanc. Alors automatiquement, si elle ne veut pas avoir un karma noir, elle devra donc s'adapter. Alors, si l'événement demande une énergie mentale, l'adaptation, il n'y en a pas. Il y a analyse, étude. Mais si l'énergie mentale est poussée par l'énergie psychologique, évidemment, l'énergie mentale ne sera pas efficace. Et là, on doit toujours avoir une adaptation au niveau psychologique, mais il ne doit jamais y avoir d'adaptation au niveau mental. Et c'est le mental qui devra déterminer si l'événement est d'ordre mental ou d'ordre psychologique. Et non pas la psychologie qui devra déterminer si l'événement est d'ordre mental ou psychologique. Bon, ben c'est généralement des situations émotionnelles qui causent une souffrance. Par exemple, dans un couple, est-ce que tu es à ce moment-là en faveur d'une solution radicale, le divorce, la séparation? C'est-à-dire que si l'énergie mentale de la personne ne peut pas, évidemment, la question c'est une demande là, si la personne est là à se séparer, elle va se séparer, et si elle est là à se divorcer, elle va divorcer. C'est-à-dire que si moi je recommande que lorsqu'on ne s'entend pas, qu'on se sépare, la personne, si elle n'a pas suffisamment d'énergie pour en arriver elle-même à cette réponse, si elle m'écoute, évidemment, elle va faire une fausse route, parce qu'elle a à apprendre dans la relation qui, disons, est souffrante. Mais si la personne voit des mécanismes, voit des choses, mais qu'elle essaie d'assujettir son énergie mentale à conserver le cadre du foyer parce qu'elle a des désirs ou des besoins psychologiques, alors là, disons que c'est une autre paire de manches. Mais si la personne n'a pas du tout la compréhension de ce qui va mal, la seule compréhension qu'elle a, c'est qu'elle fait des choses que l'autre n'aime pas, ou l'autre fait des choses qu'elle n'aime pas, ou qu'on s'entend plus, mais qu'elle n'a pas de compréhension d'ordre mental, elle ne devrait pas faire quoi que ce soit que moi je vais lui dire. Autrement dit, ce n'est pas, on a tendance à toujours accuser l'autre de nous faire souffrir, et puis... Mais c'est vrai que c'est l'autre qui te fait souffrir. Pourquoi? Parce que l'autre change, et changeant, c'est perçu par toi. Étant perçu par toi, c'est dans ta mémoire. Étant dans ta mémoire, ton cadre dessus est changé parce que l'autre a changé. Mais évidemment, toi, tu refuses de t'adapter à ce cadre. Mais l'inverse est possible aussi. Tu peux souffrir parce que l'autre ne change pas, justement. C'est-à-dire que tu peux souffrir parce que l'autre change toujours ton cadre.
Dans le fait qu'il ne le change pas, qu'il ne change pas, lui, son Tu attitude. veux qu'il y ait un changement, lui, il ne change pas, donc tu le perturbes ton cadre. Évidemment, quand je dis que c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui te fait souffrir. Dans l'état, disons, chimique ou bien non énergétique des faits, oui. Mais dans au niveau psychologique de compréhension, et cela est faux. C'est toi qui refuses de t'adapter à ce que maintenant tu connais, donc tu sais que l'autre est transformé. Et dans cet état de choses, tu ne peux pas transformer l'autre, tu ne peux que transformer toi-même ta souplesse d'adaptation à ce que tu connais. Parce qu'évidemment, ce que tu ne connais pas ne te fait pas souffrir, donc tu ne t'adaptes pas aux événements. Tu t'adaptes à ce que tu connais des événements, donc tu dois t'adapter à ce que tu connais. Comment aider une personne qui n'est pas assez évoluée pour accepter sa solitude? Disons qu'on a déjà fait une conférence qui s'intitulait « Les mécanismes de l'ennui ». Et qui était suffisamment, disons, compréhensible d'ordre psychologique ou d'ordre ésotérique, mais suffisamment, disons, touchable pour une personne, comme on dit ici, qui n'est pas suffisamment évoluée. Maintenant, l'évolution, soit dit en passant, est un critère qui est déterminé par le taux vibratoire d'une personne, et non pas par ce qu'elle comprend. Normalement, elle va exprimer ce qu'elle comprend par rapport à son taux vibratoire, mais ce n'est pas toujours vrai parce que certaines personnes ont des évolutions vibratoires dans certains domaines de la conscience, disons, globale. Ils ont une évolution vibratoire sur certains plans, dans certains domaines planétaires, et ils n'ont pas nécessairement une évolution vibratoire dans l'état, disons, d'évolution spirituelle ou ésotérique ou psychologique. Alors, certaines personnes sont plus évoluées que d'autres, mais ne comprennent pas cette partie d'une chose que l'autre, moins évolué dans la globalité, perçoit très bien. Alors, ce n'est pas parce qu'une personne connaît la loi du karma, connaît les principes de réincarnation, qu'il est automatiquement plus évolué qu'une personne qui nie complètement cet état de choses et qui est dans un ordre religieux sectaire, qui, par contre, lui, peut avoir une évolution globale énergétique beaucoup plus avancée que l'autre qui est dans l'ésotérisme. Alors, disons que pas assez évolué, je vais juste faire ce petit détour pour qu'on comprenne bien que lorsque moi je parle d'évolution, je parle de degré vibratoire et je ne parle pas de ce qui est apparemment exprimé par une personne. Donc, oui, c'est ça, évoluer par rapport à qui ou à Exactement. quoi, Donc, par rapport à un taux vibratoire et non pas par rapport à ce que nous concevons, nous percevons ou ce qu'elle dit. Alors, moi, je suis extrêmement évolué parce que tu comprends pas ce que je dis, donc ce que je dis est absolument imbécile. Donc, je suis évolué, selon toi. Mais si tu comprends tout ce que je dis et que ça va avec tes idées, alors je suis hautement évolué, au moins autant que toi. Alors, ce qui fait que l'évolution du passé évolué est très évoluée, il faut faire très attention avec ce niveau-là. Ça peut être simplement parce que j'ai acheté le dictionnaire du jargon supramental ou quelque chose. Oui, alors disons que l'évolution se voit au niveau énergétique et non pas seulement au niveau de la parole, au niveau de l'acte. D'accord? Alors donc, comment aider une personne qui n'est pas suffisamment évoluée pour accepter sa solitude? Premièrement, la personne qui n'est pas capable d'accepter sa solitude, est-ce qu'elle est... puis là, c'est juste que je veux juste, disons, que jeter un danger là-dessus, disons, faire attention. Est-ce qu'elle a plus de difficultés à accepter sa solitude que l'autre qui veut l'aider, qui a peut-être plus de difficultés à accepter que l'autre n'accepte pas sa solitude? Alors, disons que le travail authentique doit toujours se faire à partir de la personne et non pas à partir de l'autre. Alors moi, est-ce que ça me frustre plus que tu n'acceptes pas ta solitude que toi avec ta solitude? Où est le gros problème? Et donc, la personne qui veut aider quelqu'un qui n'accepte pas sa solitude, il devrait normalement soit essayer au niveau mental de lui expliquer certaines choses, à la condition que lui puisse raisonnablement assumer sa solitude. Alors donc, si toi tu ne te sens pas solitaire parce que tu es dans un cadre où la solitude ne peut pas exister, tu ne pourras sans doute pas aider quelqu'un qui vit dans un cadre où la solitude existe. Tu pourras l'encourager psychologiquement, l'aider un peu psychologiquement, mais disons que c'est extrêmement peu probant que tu vas arriver à l'aider. Ad vitam aeternam, qu'elle n'aura plus, disons, ce problème. La personne qui est dans la solitude, il y a plusieurs moyens de l'aborder, et la personne qui veut l'aider devra, si elle n'a pas de problème par rapport à cette personne, premièrement, elle devra simplement
par l'énergie qu'elle va communiquer. Alors, ça peut être au niveau de la parole, au niveau de la présence, au niveau de la gestuelle, au niveau de plusieurs choses. Je ne peux pas expliquer présentement. Moi, je sais ce que j'aurais à faire pour aider une personne dans la solitude, et je sais aussi que face à certaines personnes, je n'aurais rien à faire parce que moi, personnellement, comme je suis et comme ce que j'exprime, je ne pourrais pas aider cette personne. Et avec d'autres personnes, je saurais quoi faire parce que je saurais l'aider. Alors donc, je ne veux pas donner de recettes, de choses particulières pour, disons, diriger une personne, pour aider quelqu'un qui est épris de solitude. Une chose qui est certaine, c'est que la personne qui est dans la solitude, elle est en train, lentement, et cela va de soi, d'apprendre à se libérer de la solitude. Tu n'as pas parlé de la souffrance causée par un accident, la maladie, exemple une bonne migraine. Bon, alors ça, c'est de nature souffrance physique. Alors donc, la souffrance physique, elle a une intelligence. Comparativement, c'est-à-dire que la souffrance psychologique, elle est intelligente en ce sens qu'elle va finir par te faire sortir de la souffrance. Donc, elle est évidemment, non pas, elle est inintelligente par rapport à l'homme qui souffre, mais elle a une intelligence lorsque l'homme souffre. La souffrance physique, elle est premièrement un symptôme d'alarme qui va donc avertir la conscience égoïque de l'homme et mentale de l'homme qu'il y a un problème. Maintenant, lorsque l'homme sera suffisamment intelligent, il n'aura plus besoin disons, de la prolongation de la souffrance physique. C'est-à-dire que lorsqu'une personne aura mal à une dent, il aura un tintement dans sa dent et il saura qu'il a mal à une dent. La douleur va immédiatement disparaître parce que l'homme est suffisamment intelligent pour ne plus avoir besoin de la persévérance de la douleur pour le pousser à faire quelque chose pour sa dent. Alors donc, si tu as un brûlement d'estomac et le brûlement disparaît immédiatement, tu sais qu'il y a un problème. Et tu vas donc immédiatement, même s'il n'y a plus de douleur, t'arranger pour voir à ce problème. Mais l'homme étant égoïque et l'homme étant psychologique, l'homme a besoin, et le corps est fait de cette façon, que la douleur soit suffisamment pénible et suffisamment longue pour pousser l'homme à faire quelque chose. Sinon, l'homme ne ferait rien, son corps pourrirait en pleine vie. Alors, les personnes qui vont voir un médecin, c'est parce qu'ils sont tannés de souffrir physiquement. Hein? Alors, s'il y aurait juste un avertissement au niveau d'une connotation mentale ou au niveau d'une douleur psychologique, physique, la personne n'irait pas voir son médecin et elle ne réglerait rien. Tu manges trop, tu te sens plein et ça disparaît immédiatement, tu vas continuer à manger trop. Mais à un moment donné, si tu as une douleur qui reste, donc tu as un karma suffisamment noir et suffisamment long à devoir éliminer, si cette douleur reste, là, tu vas aller voir un médecin parce que tu n'as plus le choix. Alors donc, les douleurs physiques, la souffrance physique, elle est intelligente. En ce sens qu'elle oblige, elle manipule l'homme, qui lui n'a pas suffisamment d'intelligence pour pouvoir agir. D'ailleurs, s'il n'agit pas avant la souffrance, c'est d'ailleurs la preuve qu'il n'a pas suffisamment d'énergie intelligente pour pouvoir prévoir, donc agir conséquentiellement. La souffrance causée par un accident, elle amène à la conscience de l'homme les torts. Évidemment, lorsque l'homme, et pourquoi l'homme, par exemple, n'arrête-t-il pas de souffrir une fois qu'il est dans le plâtre, etc., c'est simplement le résultat de cette intelligence de souffrance qui doit continuer dans le corps de l'homme. C'est sûr que lorsque la personne a une fracture de la jambe et que la douleur continue, la personne, elle n'a plus besoin de sentir cette douleur si la jambe est dans le plâtre, c'est réparé. Mais vu que la souffrance n'est pas reliée à l'idée psychologique de l'homme envers la souffrance, elle continue jusqu'à temps que l'état physique soit totalement réinstauré ou jusqu'à temps que l'état physique soit complètement disloqué. Alors donc, tu vas souffrir ta jambe tant qu'il y aura des mécanismes physiques qui vont amener la douleur à ta conscience et tant qu'il y aura une conscience là qui sera concentrée sur la souffrance. Et cette souffrance ne peut pas disparaître lorsque l'homme a réparé immédiatement, si l'homme n'a pas tout réparé à 100%, parce que c'est un résultat, disons que c'est l'effet secondaire de l'obligation qu'a l'homme d'avoir une souffrance durable pour le pousser à réparer le corps. Alors c'est un résultat secondaire. La maladie est souffrante pour pousser l'homme à réagir. Et le résultat secondaire, c'est que lorsque tu n'as plus besoin de cette souffrance, elle est encore là. C'est un résultat secondaire, il n'y a pas d'utilité, disons, réelle là-dedans. Par contre, l'homme à cette souffrance physique va développer une souffrance psychologique, et dans cette souffrance psychologique, eh bien évidemment, là, on a tous les mécanismes qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, c'est pour ça que la souffrance physique, disons, ce n'est pas évolutivement un critère d'évolution. Lorsque l'homme ne souffrira plus dans son corps physique, c'est lorsque l'homme sera suffisamment intelligent pour voir l'utilité du corps physique autre que dans la continuité de la vie.
Lorsque l'homme verra dans le corps physique une utilité d'expression des énergies évolutives chez lui, il n'aura plus besoin de cette souffrance parce qu'il verra l'intelligence de gérer son corps physique de façon à l'entretenir. Évidemment, une personne qui a un accident va souffrir, a une maladie va souffrir. Qu'est-ce que c'est qu'une migraine? La migraine, et d'ailleurs la majorité des souffrances qui ne sont pas maladives, quoique la maladie est reliée au même principe, et qui ne sont pas accidentelles, quoique l'accident est relié au même principe, sont des expressions psychologiques de détresse psychologique, c'est-à-dire d'un manque de dialogue, comme on l'a vu à la conférence d'hier, entre l'énergie astrale et l'énergie vitale et physique. Donc, la majorité des migraines sont causées par des perceptions énergétiques malsaines de douleurs physiques qui seront conscientisées, localisées dans le cerveau, mais les migraines, je parle des réelles migraines, ceux qui ne sont pas diagnosticables pathologiquement par un médecin, ceux qu'on ne connaît pas la cause, ce ne sont pas des stress du cuir chevelu comme dans la majorité des maux de tête, et là, une aspirine va évidemment calmer les muscles auriculateurs du cuir chevelu, donc la personne n'a plus mal à la tête. Lorsque nous parlons de migraine, nous parlons d'une douleur localisée dans le cerveau, alors que le cerveau n'est pas innervé. Il est vascularisé, certains des vaisseaux du cerveau vont être innervés, ces vaisseaux vont donc pouvoir détecter une douleur, mais la migraine est localisée dans une région cérébrale où il n'y a pas de détecteur de douleur. Donc, si la personne a une migraine et qu'elle a une douleur dans le cerveau, dans la tête, évidemment, ce qu'un massage ne peut pas faire partie, ce n'est pas un mal de tête, on parle de migraine au niveau médical, c'est une énergie qui, dans l'astral de la personne, est perçue d'une certaine façon et elle va l'exprimer comme étant, c'est-à-dire qu'elle va simplement puiser dans sa mémoire psychologique, elle va puiser dans un mécanisme de douleur pour exprimer ce qu'elle ressent. Et les personnes qui ont des migraines sont des personnes à caractère psychologique particulier. Je ne veux pas dire d'un caractère au niveau de leur expression, mais au niveau de l'astral qui les habite eux-mêmes. Alors donc la migraine, c'est une souffrance d'ordre psychologique et non pas d'ordre physique. Alors disons qu'il y a une différence entre la maladie, les accidents et une bonne migraine. Est-ce que ça veut dire que la migraine est causée par une pensée? La migraine est causée par des mécanismes de pensée, par des mécanismes de refus d'adaptation. Donc, c'est une souffrance psychologique, mais qui est localisée dans une région particulière de l'anatomie humaine. Comme certaines personnes peuvent avoir mal à un genou, peuvent développer des maladies de toute façon juste par psychosomatose, mais la migraine, c'est une psychosomatose qui n'aboutit pas dans la maladie, dans la région où l'on perçoit la douleur. Et il est à remarquer que lorsqu'une personne a une migraine, elle perçoit la migraine dans les régions où vont se centrer la conscience astrale, dans la région de l'hippocampe. Disons que quelqu'un qui ne connaît pas l'anatomie, disons, peut difficilement suivre, mais c'est une région qui est centrée au niveau du cerveau, qui peut parcourir certaines parties des deux hémisphères cérébraux, mais qui est surtout thalamusienne, hypothalamusienne et au niveau de l'hippocampe. Alors donc, les migraines sont reliées aux endroits où est centralisée la conscience astrale chez l'homme et non pas où est centralisée la conscience mentale chez l'homme. Ce ne sont pas des maladies physiques, les migraines. Ça ne nous dit pas comment les guérir. Les médecins ne savent pas non plus. Alors, il faut s'adresser à l'énergie de l'astral. Alors, il y a différents mécanismes de guérison ésotérique. À un moment donné, on a une conférence sur les thérapies intelligentes. C'est possible qu'on aborde le sujet. Mais au niveau des médicaments, on a des médicaments qui vont endormir tellement le cerveau que la personne ne pourra plus imaginer, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus localiser cette douleur mémorielle dans son cerveau. La migraine s'en va. Mais plus souvent qu'autrement, les médicaments contre les migraines ne sont pas opérationnels. Voilà une grande question. La psychologie doit s'adapter pour ne pas souffrir. Mais quelle est la démarche du mental si ce n'est pas l'adaptation? Explique-moi le mécanisme que tu as mentionné de la part de celui-ci, travailler les outils qu'on lui donne. Je ne sais pas si tu comprends la question. Bon, oui. Bon. Alors donc, la psychologie doit s'adapter. Cela, disons, si nous réétudions, disons, les mécanismes même de la souffrance, nous pouvons constater qu'effectivement, si la psychologie s'adapte, la souffrance, il n'y en a pas. Alors donc, tu as perdu ta mère. Ah, ben c'est au bout. C'est une adaptation, mais il n'y a aucune souffrance. Tu es tout à fait volé. Ah, ben c'est génial, ça. J'espère que mon voleur va au moins trouver mes mains à son goût. Il n'y a pas de souffrance. Mais il n'y a pas nécessairement d'intelligence si la personne ne s'arrange pas hors souffrance pour ne plus être volée. Alors, si elle est assurée, elle a raison de rire.
Bon, mais si la personne perd et diminue continuellement toutes ses possibilités d'expression, donc de vie matérielle, parce que veut pas la matière, c'est important pour exprimer, pour donner de l'expérience à l'homme, pour que l'homme se libère de certaines choses, à un moment donné, ça sera autre chose. Pour l'instant, c'est utile. Alors la personne, si évidemment, donc là, elle n'a pas de souffrance, mais elle involue, elle dégrade comme on l'a vu. Si la psychologie s'adapte, donc, je me suis fait voler, bon, ben, il va falloir que je me rééquipe. Et là, le mental, donc il n'y a pas de souffrance. Et là, le mental, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas s'adapter, il doit analyser. C'est-à-dire que le mental, cela peut ressembler à une adaptation. Mais la différence entre l'adaptation, disons, alors, mentale et l'adaptation astrale, c'est que l'astral a déjà la réponse, il a déjà tout englobé le mécanisme, mais c'est une illusion. Parce qu'il n'a pas englobé la réalité, il a englobé la vérité, c'est-à-dire l'interprétation du mécanisme, et l'astral doit donc transformer ce qu'il perçoit pour l'adapter. Le mental, lui, s'il n'a pas perçu de A à Z, il lui manque des morceaux, et il attend sagement d'avoir ces morceaux. Donc, lorsqu'il a les morceaux, il n'y a pas d'adaptation dans la réalité, et à un moment donné, il s'exprimera. Si la psychologie force l'intellect à dire « trouve une solution », alors là, l'intellect va prendre des morceaux pour donner une solution à la psychologie. Mais si l'intellect ou encore l'énergie mentale a d'autres éléments, il donnera une autre solution. Mais ce n'est pas de l'adaptation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas finalisé, il n'y a pas de finalité dans la conception mentale. Par contre, il y a toujours finalité, ou presque, dans la conception psychologique ou astrale. Alors donc, l'astral, vu qu'il y a une finalité de conception, Dieu est partout, la réincarnation, c'est évident, il y a toujours une finalité dans la conception de l'astral, et lorsque les événements, lorsque la réalité est perçue, donc pénètre à travers les filtres colorants de la psychologie, il doit donc retransformer sa finalité pour l'adapter à une autre forme de finalité. Donc, adaptation. Au niveau du mental, la réincarnation, c'est une possibilité, mais c'est possible que oui, c'est possible que non. Il n'y a pas de finalité. Donc, le mental ne s'adapte pas. Par contre, il va devenir de plus en plus ajusté. Et non pas adapté, mais ajusté à la réalité. Alors, le mental tend à s'ajuster, la psychologie devrait s'adapter, du moins, tend à refuser l'adaptation, mais s'adapte de toute manière parce qu'elle n'a pas le choix. La réalité est ce qu'elle est. Elle n'est pas dépendante des vérités psychologiques. Donc, l'intelligence, qu'est-ce qu'il va faire pour adapter les outils? Alors donc, lorsqu'à un moment donné, je découvre, par exemple, que je gagne de l'argent, je mets l'argent chez moi dans mon tiroir parce que je n'ai pas confiance aux banquiers. Je n'ai pas confiance aux banques. J'ai quelques dettes et j'ai peur de me faire saisir mon compte, par exemple. Alors, automatiquement, cela est psychologique parce que je ne connais pas tous les mécanismes qui vont avec les banques et tout ça. Bon. Je vais me faire saisir de toute manière que j'ai de l'argent en banque ou non. Et par contre, si à un moment donné, je ne veux pas souffrir, alors si j'ai cet argent et j'ai certains dangers, au niveau mental, je vais donc m'informer des taux d'intérêt, des possibilités de coffre, où je ne peux pas, disons, il y a plusieurs choses que l'on peut voir. Et la personne, elle ne souffre toujours pas, mais en plus, elle va améliorer son sort par l'expression de l'intelligence. Donc, les outils sont là. La personne qui n'a rien et qui ne souffre pas ne se sert pas des outils, elle est par contre assujettie aux outils. Et la personne qui s'est fait saisir à un moment donné, si elle se sert des outils, elle peut contre-attaquer, elle peut saisir, elle peut emprunter à des taux, enfin, il y a plusieurs choses qu'elle peut faire. Donc, si la personne se sert de l'énergie mentale pour pouvoir s'ajuster aux réalités vivantes, elle ne s'adapte pas. Par contre, elle est beaucoup plus efficace, ce qui fait qu'elle ne souffre toujours pas, mais elle augmente son potentiel d'expression, donc son potentiel d'évolution. Donc, elle ne souffre pas. Le mental n'a pas à s'adapter. Il n'y a pas de milieu entre la réalité et la vérité psychologique. Il y a ce qui est et il y a le reste. Et le reste fait partie de ce qui n'est pas. Inconditionnellement, c'est ce qui n'est pas. Il y a ce qui est. Et à l'intérieur de ce qui est, le mental va tendre à s'ajuster vers ce qui est. Le supramental, disons, est ce qui est par rapport à l'être humain, et le mental va tendre à s'ajuster, mais il ne s'adaptera pas, parce que s'il s'adapte donc à une coloration. Il y a ce qui est, il y a ce qu'il n'y a pas, mais il y a ce qui est, un peu ce qui est, puis un peu ce qui n'est pas. Il y a adaptation. Et s'il y a adaptation, il va y avoir souffrance, et la souffrance n'existe pas dans le mental, parce que, de par sa nature, le mental ne s'adapte pas. Il s'ajuste, par contre.
Ok. Pouvez-vous expliquer la différence entre dire au mental de nous construire un nouveau cadre et croire avec la pensée positive que quelque chose de bien va venir? Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Il n'est pas question de dire au mental. Le mental est amplement assujetti par la psychologie, sans en plus qu'on ait dire au mental ben évolue donc le cave en haut que je puisse avancer un peu. Alors là, je puisse avancer un peu, c'est encore l'égocentricité psychologique qui s'identifie toujours et qui a sous ses ordres ce qui est supérieur et ce qui est inférieur, c'est-à-dire le mental, le supramental, le vital et le corps. Alors donc, il n'est pas question de dire au mental ce qu'il doit faire. Le mental va le faire. Mais l'être humain, dans ses possibilités corporelles, peut localiser chez lui deux types de conscience présentement, deux types de conscience différentes, la conscience psychologique et la conscience mentale. Et lorsque l'homme est dans sa conscience mentale, c'est-à-dire lorsque le mental est dans la conscience humaine, donc l'humain est dans la conscience mentale, automatiquement le mental agit par rapport à ce qu'il doit faire. Et donc, il va travailler avec les outils. Mais lorsque la psychologie astrale est dans la conscience humaine, donc lorsque l'homme est dans la conscience astrale, il peut quémander, demander, obliger, prier, espérer, téter les énergies supérieures ou inférieures, de façon à avoir. Alors donc, le positivisme, c'est un espoir placé vers l'avant qui n'est pas en relation avec la réalité, qui est en relation avec une vérité, disons, plus vibratoire, mais qui est quand même une illusion, parce que l'homme ne veut toujours pas être en vibration, en résonance avec la réalité, il veut être en résonance avec une illusion plus belle qu'avec une illusion plus laide. Alors donc, on ne demande rien au mental. Lorsque l'homme se place dans la conscience mentale, ou lorsque l'homme est mental, ou lorsque l'homme est habité par la conscience mentale, lorsque le mental est dans l'homme ou l'homme est dans le mental, c'est la même chose, l'homme est mental et le mental s'exprime, donc le mental agit. Et lorsque l'homme est psychologique, alors là, oui, l'homme demande au mental d'agir, mais là, le mental, il va faire quoi? L'homme qui demande... c'est la conscience astrale qui habite l'homme, et le mental n'habitant pas l'homme, vu que la conscience astrale prend la place, il n'y a rien de mental qui puisse s'exprimer. La conscience psychologique devra faire place à la conscience mentale pour que le mental s'exprime. Alors, si tu veux triper et jouer, écouter de la belle musique, puis danser en faisant ta comptabilité, ton rapport d'impôt, il va y avoir un problème. Par contre, si tu abandonnes tout ça et que tu te concentres dans le rapport d'impôt, tu es dans la conscience mentale. Évidemment, chaque fois que tu vois des chiffres qui ne vont pas, tu peux redescendre dans la conscience psychologique, sacrer un peu, prendre une bière et continuer à travailler, mais disons que l'homme, normalement, chemine continuellement entre la conscience mentale et psychologique, parce que la conscience psychologique manipule la conscience mentale, donc elle expulse de la conscience lorsqu'elle veut, et elle lui permet de pénétrer lorsqu'il en a besoin. On ne peut rien demander au mental. On parlait de musique, alors il y a une question sur la musique. J'écoute de la musique rock à longueur de journée afin de fuir la solitude. Cela a-t-il un rapport avec mon plexus solaire? J'en prends conscience, mais je ne peux pas agir autrement. Peux-tu élaborer? Bon, premièrement, l'énergie, disons, de la musique et de certains genres de musique, ce sont des énergies qui, de par leur expression dans la matière, alors donc dans la sonorité, sont des expressions typiquement astrales. Ils ont été construites par des personnes qui voulaient s'exprimer, et ceux qui voulaient s'exprimer, c'était des personnes psychologiques, des égos, qui donc se sont exprimés. Alors évidemment, dans cette musique, on n'a rien d'autre que l'expression de l'ego, donc c'est une musique psychologique, une musique astrale. De l'émotion. Une musique émotive. Et la solitude, lorsque cette musique pénètre chez soi, c'est que la solitude, j'ai déjà expliqué donc dans cette conférence les mécanismes de l'ennui, que la personne s'ennuyait, elle était solitaire, lorsqu'elle ne trouvait plus de support pour exprimer son énergie, sa psychologie. Alors donc, tu allumes ta télévision et c'est plate, parce qu'elle ne peut pas supporter l'expression de ta psychologie. Tu ouvres un bouquin et en fin de compte, c'est plate, parce qu'il ne peut supporter, il ne peut pas servir de support matériel à l'énergie qui tend à vouloir s'exprimer. Et si nous avons cette musique ne permet pas l'expression de ton énergie, donc elle ne règle pas la solitude. Par contre, cette musique pénètre chez toi et transforme ton énergie. Et donc, l'énergie transformée, tu es manipulé, assujetti à la musique rock, ce qui fait que la personne en a besoin. Et cet assujettissement qui, selon l'état évolutif de la personne, peut dégénérer en conflit énergétique. Donc, on peut avoir des bouleversements au niveau de certains carrefours d'énergie, comme par exemple le centre, disons, cardiaque, qui est un centre qui sera énergisé par l'énergie mentale et par l'énergie supramentale de prime abord. On aura donc des problèmes au niveau coronarien et au niveau du centre cardiaque, et on aura des problèmes au
niveau cérébral, par exemple, au niveau de la tête, au niveau de tout ce qui est liquide céphalorachidien, etc. Alors donc, la personne qui ressent en plus un tourbillonnement, un malaise ou un bienfait au niveau du plexus, c'est une personne qui, normalement, lutte contre ces effets, disons, très bas de l'astral du roc, mais évidemment, elle n'a plus de solitude parce qu'elle se trouve être assujettie à cet astral du roc. C'est-à-dire que la personne n'est plus elle, donc elle ne s'en est plus, car elle est le roc exprimé chez elle, mais il y a une lutte chez elle par rapport à cette énergie qui est sans doute plus basse si elle n'aime pas ça, et qui est sans doute plus haute si elle aime ça, évidemment. Et il y a une lutte de toute façon d'ajustement qui se fait, un refus évident, et la personne devrait donc, normalement, disons, elle devrait se passer du roc pour essayer d'observer la solitude et de vivre la solitude. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne somatise à chaque fois qu'il y a crise psychologique? Bon. Il faut bien savoir, bien comprendre de prime abord que l'homme est constitué non pas réellement d'une façon cartésienne, mais d'une façon énergétique. On peut diviser l'homme planétaire en 4 parcelles énergétiques. Donc, nous les personnalisons sous le terme corps. L'homme a un corps mental, un corps astral, émotif, psychologique, un corps vital et un corps physique. Et chaque fois qu'il y a un tourbillon, une perturbation dans l'énergie de la psychologie, celle-ci doit puiser pour pouvoir s'entretenir dans l'énergie, soit mentale, ce qui fait que la personne donc ne peut plus raisonner mentalement parce qu'elle a canalisé l'énergie mentale, elle l'exprime maintenant en psychologie, soit dans l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, c'est l'énergie qui maintient la forme. Donc, lorsque l'énergie vitale est perturbée par la psychologie, automatiquement, la forme qui est la représentation matérielle de l'énergie vitale se voit donc transformée. Ce qui fait que chaque personne va psychosomatiser. De toute façon, elle va transformer son corps physique selon ses états psychologiques. Maintenant, certaines personnes ont plus de vitalité psychologique ou ont plus d'expérience mémorielle ou ont plus d'énergie mentale, ce qui va étirer dans le temps l'aboutissement final dans la maladie, dans le corps. Alors, certaines personnes vont somatiser immédiatement, c'est-à-dire qu'ils vont exprimer par le corps physique en maladie immédiatement la crise ou le conflit psychologique. Alors, ça peut être, par exemple, un asthmatique, ça peut être une personne qui a différentes allergies, une personne qui fait des chutes de tension, hypotension, par exemple, ou qui va avoir des hypertensions, une personne qui va souffrir de tachycardie paroxystique. Enfin, il y a plusieurs symptômes pathologiques qui peuvent exprimer, comme les rougeurs périphériques, c'est-à-dire que tu viens rouge immédiatement, tu as les mains moites immédiatement. Il y a plusieurs symptômes qui peuvent exprimer parce que la personne, de par sa constitution physique, vitale, donc endocrinienne, les deux sont reliés au niveau vital et physique. De par sa constitution, il y a des cheminements qui sont immédiatement accessibles à la psychologie. C'est le cas de l'asthme, c'est le cas de tous les symptômes qu'on vient de nommer. Et de par sa constitution physique, il y a un cheminement immédiat entre la psychologie lors de certains états ou lors de certaines qualités d'état, et automatiquement, il y a une expression dans le corps. Quoi faire pour ce genre de personnes? Il n'y a pas grand-chose à faire, étant donné que le corps physique, on peut travailler au niveau endocrinien, mais l'endocrinologie n'est suffisamment pas avancée pour commencer à tripoter ce genre de choses. On peut y aller au niveau acupuncture, quoiqu'encore, il faudrait tomber sur un très bon acupuncteur, parce que il devra détourner, il devra démolir, détruire les canaux, ou les canaux qui servent à l'expression immédiate de la psychologie, pour que la psychologie ne trouve plus de canal, et elle devra donc passer par le cheminement conventionnel, c'est-à-dire que tu auras un ulcère d'estomac si tu es stressé, mais après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans, dépendant évidemment des états énergétiques, vital et mental. Mais si elle réussissait à mettre un peu d'humour dans sa vie, à se prendre moins au sérieux dans ses émotions, est-ce que ça le... Évidemment, c'est l'autre parcelle que je voulais dire. Si la personne n'a plus ces crises psychologiques, mais évidemment, là, on parle de crise psychologique, mais c'est sûr que si la personne n'a plus de crise, elle n'exprime pas ses crises. Alors évidemment, la meilleure solution, et c'est celle que tu viens de prononcer, c'est que la personne devra faire un travail chez elle pour découvrir qu'est-ce qui la manipule de façon à ce qu'il y ait une crise chez elle. Chaque fois que quelqu'un verse de l'eau sous le plancher, elle vient en crise, donc elle est manipulée par des choses extérieures, et elle devra simplement découvrir pourquoi elle attache tant d'importance à ce que l'expression dans la plus petite parcelle de son identification, son salon, son travail, son auto, quelqu'un a mis un doigt sur son auto, quelqu'un a le pied sur son pare-choc, enfin, elle devra
disons, explorer pourquoi elle attache tant d'importance et donc pourquoi elle énergise tant les perceptions psychologiques, donc elle les transfère en conflit, en crise psychologique. Ça, c'est le mécanisme qui est avancé, disons, par moi, par toi, ou par plusieurs conférenciers, parce que c'est le mécanisme de la solution intelligente et non pas celui de la solution, disons, facile, celui de l'opération s'il y a lieu. J'ai un ulcère, alors tu me tripotes certaines choses, et puis tu répares, et puis moi, je continue à être nerveux, puis ça te regarde pas. Lorsque j'aurai un autre ulcère, tu réopéreras, et puis c'est tout. Si tu manques ton coup, je te poursuis. Si tu réussis, ferme ta boîte pour ta morale à me dire. Je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Alors donc, la personne qui veut, disons, que par acupuncture, elle peut quand même traiter ses mots dans le début pour lui permettre de ne pas avoir de crise psychologique en relation avec l'apparition des symptômes. Hein? Alors donc, en attendant, cela peut être un bon remède, le fait d'y aller au niveau de l'acupuncture, par exemple, ou d'endocrinologie. Mais disons qu'endocrinologie, touchez pas à ça pour l'instant, parce que les endocrinologues ne sont pas suffisamment avancés, disons, dans l'étape des maladies. Ils savent certaines choses présentement, mais c'est pas suffisamment prêt. Alors donc, on peut aller vers des traitements, disons, physiques et vitaux dans le début pour nous calmer, mais évidemment, la solution va apparaître dans la compréhension des mécanismes, de l'énergisation des mécanismes psychologiques. Attacher moins d'importance à ce qu'elle vit. Évidemment. Okay. Alors là, une double question. Comment augmenter son taux vibratoire, premièrement, et deuxièmement, énumérer succinctement les mécanismes systématiques de façon à comprendre le processus, évolutif, rétrograde. Énumérer succinctement les mécanismes systématiquement de façon à comprendre. OK. Bon, alors, préparez-vous à écouter. Alors, systématiquement, oui, bon. Alors, comment augmenter son taux vibratoire? La personne qui veut augmenter son taux vibratoire peut le faire de plusieurs façons. Alors, premièrement, elle peut se référer à des formes énergétiques déjà présentes qui sont supérieures à son taux vibratoire. Maintenant, soit dit en passant, la personne qui veut augmenter son taux vibratoire, c'est souvent l'ego qui est dans une phase d'expression vibratoire qui n'est pas, disons, le summum. Donc, elle n'est pas nécessairement heureuse, elle n'a pas un bonheur, elle n'a pas une sécurité sans cadre sécuritaire. Alors, pour augmenter son taux vibratoire, elle peut soit, et là, on me pose la question, donc je réponds, soit venir à des conférences où il y a de l'énergie suffisamment haute, elle peut soit se rapprocher d'une personne qui a plus d'énergie vibratoire qu'elle, une personne heureuse, donc une personne malheureuse devrait s'y rapprocher, mais évidemment, il y a une tendance énergétique à ce qu'il y ait un équilibre qui se place, donc normalement, si la personne heureuse n'est pas suffisamment vibratoire, c'est-à-dire que si sa vibration de bonheur dépend des mécanismes psychologiques, elle va en perdre un peu pour en laisser à l'autre. C'est-à-dire que le malheur des uns va faire le malheur de l'autre, et le bonheur de l'un va faire le bonheur de l'autre. Bon. Alors donc, au niveau d'augmenter son taux vibratoire, il y a évidemment on parle pour augmenter le taux vibratoire d'une personne, on parle d'un taux par rapport à un autre. Alors, les drogues peuvent augmenter les taux, mais plus souvent qu'autrement, elles diminuent les taux, parce que l'humanité présente un Occident est tellement évolué que la drogue ne peut pas l'augmenter plus. Bon, une personne dans un état vibratoire peut prier, donc elle s'adresse à un égrégore énergisé par une collectivité. Alors ça peut être dans le cadre d'une religion, dans le cadre d'une société traditionnelle. Elle peut prier et donc assujettir, appeler à elle l'égrégore énergétique d'un haut astral spirituel, et elle verra donc son taux augmenter. Mais chacun de ces mécanismes ne font pas en sorte que la personne puisse s'auto-énergiser elle-même à partir d'énergies qui n'ont pas de tendance à manipuler de façon contrôlée pour asservir l'être humain de façon à exprimer les désirs de l'ego de l'égrégore. Alors donc, ce sont des façons d'augmenter le taux vibratoire. Les façons les plus compliquées, mais donc ne sont pas simples, mais qui sont les façons salvatrices de l'homme, c'est lorsque l'homme essaie simplement de s'observer, c'est-à-dire que lorsque l'homme essaie d'intellectualiser premièrement, de mentaliser deuxièmement ce qui est différent. Ce n'est pas l'intellectualisation, c'est lorsque l'homme essaie de comprendre pour ajuster la compréhension à sa psychologie. C'est de l'intellectualisation. Alors on a dedans des mécanismes qui aboutissent réellement et d'autres qui tendent à camoufler la réalité à l'homme.
Et la mentalisation, c'est lorsque on se fout royalement de l'ego, on se fout royalement des émotions. Tant que nous mentalisons, nous recherchons à comprendre des mécanismes à 100%, quel que soit le travail que nous devrons opérer après ou que l'ego devra exprimer après. Alors donc là, nous augmentons notre taux vibratoire. Et si nous voulons, et quels que soient ces mécanismes, ce sont des moyens très bons d'augmenter le taux vibratoire. Disons que énumérer succinctement les mécanismes systématiques de façon à comprendre le processus évolutif et le processus rétrograde. L'évolution de l'homme se fait lorsque l'énergie de l'homme tend à augmenter. Pour que l'énergie de l'homme tende à augmenter, l'homme se doit d'entrer en contact avec une énergie qui a une partie inférieure au niveau de l'homme, mais que le reste est supérieur à l'homme. Donc, l'homme doit tendre d'entrer en contact avec une énergie supérieure à lui, et non pas avec une énergie inférieure à lui. Maintenant, l'homme recherche l'énergie supérieure de par son concept psychologique de la supériorité et non pas de par la réalité supérieure. C'est-à-dire que nous recherchons, par exemple, à entrer en contact avec un guide de lumière parce qu'il va nous dire quoi faire. Mais ce guide est-il supérieur à l'homme ou si le guide a-t-il une expérience différente de l'homme qui lui donne l'apparence de supériorité? Alors moi, je vais voir mon médecin. Est-ce que mon médecin est supérieur à moi parce qu'il connaît mes pathologies ou si mon médecin n'a-t-il pas une connaissance différente et dans cette différence, il y a une apparence de supériorité, mais dans la réalité, mon médecin, quand il vient me voir avec son automobile, je suis supérieur à lui parce que je suis mécanicien. Alors donc, le gros problème de la recherche de l'énergie supérieure, c'est que l'homme recherche à partir de ce qu'il va entrevoir. Alors si nous rencontrons un guide de lumière qui est en réalité un défunt, qui a une expérience différente et qui, dans cette différence expérientielle peut venir nous aider, nous le cataloguons comme étant un être supérieur, quand dans la réalité des faits, il est notre égal, mais il a une expérience différente. Et se connecter à un être égal, c'est se connecter, vu que nous le cataloguons supérieur, à un mécanisme rétrograde. Nous devons nous connecter à un mécanisme qui ne tendra pas à nous assujettir, et un mécanisme qui ne vient pas chez nous nous demander ou nous offrir ces services. Sinon, ce sont des énergies égales ou inférieures et nous pouvons, parce que nous avons un corps physique, donc nous avons une énergie la plus inférieure aller jusqu'à l'énergie mentale, nous pouvons donc facilement entrer en contact avec toutes les énergies inférieures existant sur la planète. Donc, nous pouvons nous relier à des énergies sataniques, lucifériennes et tous les degrés en montant jusqu'aux énergies extrêmement hautes planétaires, les énergies mentales, qui ne sont pas des énergies supérieures à l'homme, mais qui sont des énergies hautement supérieures à l'astralité humaine. Donc, pour augmenter, disons, le processus évolutif, l'homme doit entrer en relation, il est déjà en relation avec les énergies égales à lui, sous tous les plans, donc inférieurs par rapport à la psychologie ou au mental, mais l'homme ne doit pas privilégier le rapport qu'il aura à vivre avec ces énergies. Donc, l'homme ne doit pas privilégier le rapport, les relations avec l'être humain. L'homme doit et devra et aura des relations avec l'être humain, mais il ne doit pas les privilégier. L'homme ne doit pas privilégier la relation avec un guide, avec un prêtre, avec un professeur, avec un maître. L'homme ne doit pas privilégier la relation avec une entité qui n'a pas de corps physique. Et là, c'est important parce que lorsque l'entité n'a pas de corps physique, elle ne peut pas expérimenter la matière, donc elle ne peut pas ajuster à la perfection sa connaissance expérientielle avec l'événement que l'homme va vivre, étant donné que l'homme le vit à partir d'un corps physique et non pas à partir d'une mémoire expérientielle comme l'entité ou le guide ou n'importe quoi l'a, et lui ne peut communiquer autre chose que l'expérience qu'il a. Parce qu'il ne peut pas connaître le mécanisme de l'expérience immédiate de la réalité, parce que cette réalité se vit dans un corps physique et la personne qui vient voir celui qui a le corps physique n'en a pas. L'énergie supramentale, donc, qui va descendre chez l'homme, ne vient pas offrir ses services, elle vient par l'intermédiaire de l'homme, donc elle connaît l'expérience physique de l'homme, parce qu'elle fait partie de l'homme, et que cet homme, dans toutes ses expressions, disons, denses, aboutit dans l'expression physique.
Alors, l'évolution, c'est lorsque l'homme ne recherche pas une énergie supérieure, c'est lorsque l'homme se place en état d'être cette énergie supérieure. Tout à l'heure, nous répondions à la question, devons-nous demander au mental? Non, parce que demander au mental, c'est que tu auras une réponse astrale. Donc, tu auras une réponse qui paraîtra, disons, solutionner ton problème, mais elle sera simplement une réponse psychologique d'une expérience mémorielle d'un problème similaire. Cela n'est pas mauvais, il n'est pas question de mauvais ou bon, mais cela n'est pas évolutif. Lorsque l'énergie supramentale apparaît chez l'homme, c'est simplement parce que l'homme est capable, comme lorsque l'énergie mentale apparaît chez l'homme, alors vous ne pouvez pas demander l'énergie mentale. Mental, viens m'aider, j'ai un devoir de maths à faire. Non, vous devez simplement faire le travail de maths et le faire d'une façon non émotive. Donc, vous êtes dans l'énergie mentale, donc vous augmentez votre taux vibratoire lorsque vous faites le travail mental. Évidemment, nous pouvons augmenter le taux vibratoire de l'astral, ce qui est bon. De cette façon, il ne diminuera pas aussi fréquemment le taux vibratoire du mental. Et à un moment donné, le mental qui ne solutionne pas devra se dégager de l'attraction astrale qui va tendre à imaginer la solution pour plaire à sa propre sécurité. Donc, lorsque le mental arrive à ne pas comprendre et à se foutre de ne pas comprendre et à se dire « je comprendrai de toute façon » et non pas à imaginer la solution, donc à créer les solutions, donc à recréer l'illusion, le mental s'assujettit donc à rentrer à un moment donné en contact avec un ajusteur de pensée qui sera un mélange supramentalo-mental et il aura donc un contact supramental. Et il ne devra donc évidemment pas attacher d'importance, encore une fois, à cette rencontre de façon à ne pas l'imaginer, la recréer dans sa psychologie. L'évolution se fait lorsque l'homme entre en contact avec une énergie supérieure. Et supérieure, ce n'est pas psychologiquement supérieur, c'est vibratoirement supérieur. Alors, ce qui fait que la majorité des personnes qui auront des relations humaines rencontreront des énergies supérieures. Donc, ils vont pouvoir évoluer. Mais évidemment, s'ils s'attachent à ce genre d'évolution, lorsqu'ils auront atteint le même niveau que la personne plus évoluée, et s'ils restent avec, ils commenceront donc à rétrograder, c'est-à-dire qu'ils se refuseront des expériences plus évoluantes ailleurs. C'est comme les joueurs d'échecs. Si tu veux devenir un bon joueur d'échecs, tu as intérêt à te mesurer à quelqu'un de plus fort. Oui, et lorsque tu bats la personne la plus forte et que tu jouis de rester avec elle pour la battre, tu n'évolues plus. Donc, évidemment, tu évolues par rapport à ta lancée, à ton processus d'évolution. Alors, il y a plusieurs mécanismes. Et comment augmenter son taux vibratoire? Autrement dit, comment évoluer? C'est la même chose. Lorsqu'une personne se sent mal, se sent minée le matin, et qu'à un moment donné, son taux vibratoire est rehaussé dans sa psychologie, elle évolue. Mais l'évolution de l'homme n'est pas quelque chose que vous gagnez à jamais. L'évolution de l'homme va d'évolution en évolution. Sauf que si la courbe a une tendance à augmenter, c'est-à-dire si les bas sont de moins en moins bas, la personne, dans son ensemble, évolue. Mais l'évolution de l'homme se fait quotidiennement, régulièrement. Il se fait à chaque instant, à chaque seconde. Donc, si tout d'un coup je suis déprimé, j'involue. Je ne suis pas involué dans ma globalité, possiblement pas, mais j'involue pareil. Et chaque fois qu'une personne s'attache à des personnes qui viennent sucer son énergie, donc qui la dépriment, qui la descendent en vibration, qui la rendent moins efficace, la personne involue. Et de l'involution, elle va réévoluer à un moment donné si elle rencontre d'autres personnes. Alors donc, l'évolution ne se fait pas nécessairement dans une globalité, il se fait quotidiennement, instantanément, l'évolution et l'involution. Chaque fois que nous perdons des énergies, donc nous voyons moins clair. Donc, nous sommes moins lucides et par expression matérielle moins efficace, nous involuons. Chaque fois que nous sommes plus efficaces, chaque fois que nous sommes plus lucides, plus clairvoyants, plus conscients, nous évoluons. Et donc, comment augmenter son taux vibratoire? En évoluant par les mécanismes que j'ai dit et surtout par le contact, le dialogue, comme on l'a vu hier, entre le mental et l'astral, et entre le mental et l'énergie supramentale, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée. Et la personne, comment contacter cela? Ce n'est pas en priant. Prier va augmenter les énergies psychologiques, mais n'augmentera pas les énergies mentales. La personne doit donc se mettre dans un état de comprendre, d'analyse, et là, elle aura un contact, elle sera dans une conscience mentale, et dans la conscience mentale, il y a probabilité de contact supramental. Dans la conscience astrale, il y a probabilité de contact mental, mais on ne peut pas partir de l'ego pour contacter le supramental, donc l'évolution doit se faire par palier énergétique. Lorsque la psychologie devient suffisamment énergisée, elle n'a plus d'émotion.
Lorsque la psychologie devient suffisamment énergisée, suffisamment lucide, c'est le bonheur parfait, la personne elle a une psychologie extrêmement énergisée, elle rentre à son travail, elle voit tout clairement. Nous appelons ça le mental dans l'ésotérisme. Mais c'est de la psychologie énergisée où il n'y a plus d'émotion, où il n'y a plus de coloration, où il n'y a plus de désir, il n'y a qu'une analyse mathématique. C'est de la psychologie tellement énergisée que nous la différencions, étant donné qu'il n'y a pas d'émotion, nous l'appelons le mental. Et cette personne, si elle voit sa femme ou ses enfants, elle pourra être émotive, parce que le mental, c'est de la psychologie énergisée. Donc, elle ne sera pas un robot. Mais la personne augmente son taux vibratoire, et là, il y a possibilité de contact supramental, parce qu'elle ne le demande pas. Si elle demande, évidemment, le contact sera un contact toléré, contact psychologique, encore une fois. Est-ce qu'il nous reste du temps? Combien? 10 minutes, parce que ça répond aux deux questions qui venaient. Là, en quoi consiste le supramental? Comment y accéder ou le développer? Comment faire pour y arriver au plus vite? Pharmacie Jean Coutu ou Pascal? Non, pour y arriver au plus vite, l'énergie supramentale est une énergie qui est, disons par rapport à l'être humain, conventionnel, c'est une énergie qui n'est pas reliée au temps. Donc, cette énergie, et qui, elle, va être attirée par l'homme, qui a un degré énergétique suffisant, va venir en son temps. Ce qui fait que l'homme ne peut pas poser la question au plus vite. Pourquoi? Parce que l'homme psychologique a une mémoire. Et lui, il est régi par le temps et l'espace, ce qui fait que le corps se transforme, ce qui fait que sa mémoire se transforme, il oublie, il rajoute des choses, il en transforme, il en perd, sauf si l'énergie, donc il va la conserver. Et l'énergie supramentale est une énergie instantanée qui vit instantanée par rapport à l'homme planétaire, qui est donc extérieure au temps. Donc l'énergie supramentale ne peut pas être, on ne peut pas rechercher, on ne peut pas découvrir un moyen pour que cette énergie vienne au plus vite. Si la personne a une recherche, reliée au temps, par rapport à l'énergie supramentale, elle s'éloigne du contact supramental parce qu'elle devra laisser faire pour que cette chose puisse se faire. La personne ne peut pas commander un contact supramental, elle ne peut pas par la méditation entrer en contact supramental, elle ne peut entrer en contact supramental que lorsque elle sera dans un état vibratoire mental suffisamment haut pour que l'énergie supramentale suffisamment bas puisse la pénétrer et là il y aura contact. Qu'est-ce que l'énergie supramentale? Si tu veux. À moins que tu aies une autre question. Non, bon, concernant l'ajusteur de pensée, est-ce que tu peux toucher à un mot de ça et son rapport avec l'ego? Juste une petite définition de ce que c'est l'ego, puis l'ajusteur de pensée. Bon. Alors, disons que l'ajusteur de pensée, c'est disons, je l'explique régulièrement et souvent, chaque fois de façon différente, ce qui est assez incroyable. On le cerne sous tous ses angles. L'ajusteur de pensée. L'ego, premièrement, c'est une condensation, une densification de mémoire qui, par leur attrait vibratoire, vont s'attirer, et ce qui fait que mémoriellement, on va finir par avoir une expérience plus dense qui pourra dire « je suis ». Et tout le reste sera de l'expérience volatile qui circulera autour, et c'est l'ego qui va donc tendre à répéter les mêmes expériences pour s'en nourrir, parce qu'elle est le « je suis ». Alors, c'est un paquet de mémoire. C'est un paquet de mémoire, mais densifié. L'ajusteur de pensée, on pourrait, par exemple, disons aujourd'hui, le définir comme étant un amalgame, c'est-à-dire une connexion, une rencontre entre de l'énergie mentale et de l'énergie supramentale, c'est-à-dire de l'énergie intelligente d'une façon intellectuelle, parce que dépendante de l'expérience temporelle des mémoires, donc l'homme pense, s'il a ce qu'il faut en mémoire pour penser, il ne peut penser que dans la langue qu'il connaît, il ne peut penser que dans le domaine qu'il a appris, il ne peut pas penser à l'aéronautique s'il ne connaît pas l'aéronautique. Donc l'intelligence intellectuelle, l'intellectuance comme je l'appelle, est reliée à la formation mémorielle, donc expérientielle. Mais cette énergie, elle est quand même logique, mathématique, en accord avec les lois mathématiques présentes dans le cadre d'évolution. Nous parlons donc de la planète Terre pour l'instant, parce que cette logique mathématique n'est pas nécessairement plausible dans un autre cadre d'évolution ou sur une autre planète. Alors donc, cette énergie logique mathématique, elle a ce caractère d'intelligence de par ce fait qu'elle n'est pas émotive et de par ce fait qu'elle est logique.
Mais par contre, elle est aberrée, elle n'est pas intelligente dans le sens supramental parce qu'elle est dépendante de l'expérience mémorielle. Donc, elle a cette facilité à être colorée. Mais ce contact hautement vibratoire, lorsqu'il est logique et suffisamment logique, lorsqu'il peut bénéficier d'un contact hors temps par rapport à sa relation mémorielle, cette rencontre entre l'énergie hautement logique, dénudée d'émotions, du mental et de l'intelligence instantanée supramentale, crée une espèce de surface, un diaphragme, qui va permettre le passage, donc, contrôlé par l'intelligence supramentale instantanée et l'intelligence hautement logique, donc l'acceptation de l'homme de l'énergie supramentale, pour que, à travers le mental, l'énergie puisse parvenir à l'ego, mais d'une façon ajustée à l'ego, de façon à ne pas détruire l'ego lorsque le mental n'est pas suffisamment dégagé de sa mère, de façon à ne pas trop bouleverser et surtout de façon à ne pas énergiser l'ego, de façon à grossir l'ego. Donc, l'ajusteur de pensée devient donc un mécanisme de relation entre le bas supramental et le haut mental qui va servir de diaphragme pour doser l'énergie supramentale de façon à ne pas densifier l'ego, énergiser l'ego, mais de façon à dégager l'énergie mentale, c'est-à-dire à rendre le mental on a donné à l'énergie supramentale la possibilité d'être exprimée sur le plan planétaire, et l'énergie supramentale ne peut s'exprimer que par le mental logique, dénudé de sa conscience mémorielle astrale. Donc, cela tend à devenir l'ajusteur de pensée, et à un moment donné, lorsque l'homme sera, en contact supramental, ce mental logique n'aura plus jamais besoin de faire référence à l'expérience mentale, à l'expérience psychologique, à l'expérience de l'homme planétaire, et il pourra, par sa logique adaptée à la planète, exprimer, donc ajuster l'énergie supramentale, instantanée, à la logique planétaire. Et il n'aura plus besoin d'expérience, et il n'aura plus besoin de cette expérience qu'il a accumulée pour pouvoir naître. Donc, du mental, il ne devra rester que la logique, et le reste, c'est vraiment seulement un support pour créer cet ajusteur, cette logique. De toute façon, tu vas pouvoir reparler de tout ceci en détail dans ta prochaine conférence, puisqu'il s'agit de la croissance supramentale. Oui. Donc le supramental est appelé à encore un avenir brillant. Moi qui suis d'origine suisse, je vais suggérer à mes concitoyens de fabriquer une sorte d'émental de qualité supérieure qu'on appellera du supra-émental, qui va connaître un grand succès aussi, je pense. Alors, on vous remercie beaucoup de votre attention, puis on remercie Daniel Kemp pour son exposé très brillant, Comprenne qui devra. Et on vous donne rendez-vous donc demain dimanche avec notre ami Alexandre Lachance pour la suite des enseignements de la conscience théochristique, de l'enseignement théochristique de la table ronde de l'Université mondiale. Donc, une conférence intitulée Le nouvel ordre des siècles demain soir à 8h. Merci beaucoup, bonne fin de soirée.